Nouvelles du continent, l'actu de France et d'ailleurs, on commence dans les prochaines minutes. Voici la vraie question. Trump s'est-il engagé dans une crise capable de piéger l'Amérique, d'ébranler l'OTAN et de placer l'économie mondiale sur une mèche allumée? Le président Trump a déposé un très gros gâchis, très nauséabond, directement sur notre seuil. Ce qui se passe maintenant touche tous les pays. Tous ceux qui écoutent, peu importe leur pays, sont touchés par cela. Qu'il s'agisse des prix du carburant au Royaume-Uni qui explosent, des navetteurs australiens à qui l'on dit d'utiliser les transports en commun à cause des pénuries de carburant, ou de l'état d'urgence aux Philippines, tout cela a le potentiel de devenir une catastrophe économique mondiale. Et cela n'a même pas encore vraiment commencé à se déployer. Le point de départ, c'est le reportage du New York Times, qui a aussi été repris par d'autres médias. Il rapporte que lorsque les États-Unis et Israël ont frappé l'Iran pour la première fois en mars, les planificateurs israéliens avaient élaboré un plan de changement de régime impliquant le possible retour au pouvoir de l'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad, après que les premières frappes américano-israéliennes auraient déstabilisé la direction iranienne. Ahmadinejad était, selon ce reportage, considéré comme quelqu'un qui s'était brouillé avec l'establishment religieux iranien et qui pouvait exploiter un vide de pouvoir après que de hauts responsables du régime auraient été ciblés. Le reportage affirme qu'une frappe israélienne près de la résidence d'Ahmadinejad, le premier jour de la guerre, aurait prétendument visé à le libérer de son assignation à résidence et non à le tuer. Il s'agit évidemment d'une figure extrêmement controversée. Il a été l'un des présidents les plus durs de l'Iran. Il est associé au négationnisme de l'Holocauste, à une rhétorique anti-israélienne, à l'écrasement de manifestations et à l'avancement agressif du programme nucléaire iranien. Un élu du Congrès, membre de premier plan au sein de la commission du renseignement, a dit que la seule façon de décrire ce plan était de le qualifier de dément. Il a dit qu'Ahmadinejad était un extrémiste féroce lorsqu'il était président de l'Iran. Il menait les chants de mort à l'Amérique. Il était absolument féroce. Ce plan ne s'est pas concrétisé, mais Trump aurait pu frôler une erreur catastrophique s'il avait écouté ses plans israéliens. Pour un plan vendu comme un coup de génie stratégique, il avait la subtilité d'un point de presse rédigé pendant une panne de courant. Il a déjà commis quelques erreurs catastrophiques et même si je n'utiliserai pas nécessairement les mêmes mots que cet élu du Congrès, je ne peux pas contester sa logique. Cela aurait été absolument insensé. Un simple survol de la carrière d'Ahmadinejad et de la ligne qu'il a défendue montrerait que ce n'est pas un homme qui passerait facilement dans le camp de Trump. Trump semble chercher une sorte de pantin, franchement, un homme de paille qui exécuterait ses volontés et il jouerait avec le feu s'il empruntait cette voie. À ce stade, quand on regarde la situation en Iran, le changement de régime semble avoir été relégué au second plan comme objectif américain. La position a changé de cap à plusieurs reprises, comme c'est déjà arrivé auparavant. On a commencé avec la reddition sans condition, puis il y a eu le changement de régime. Ensuite, il y a eu l'élimination de la capacité nucléaire, qui, selon Trump, aurait été éliminée ou oblitérée en juin dernier. Puis il y a eu toute cette question de retirer ou de neutraliser l'armée iranienne. Le message a changé si souvent qu'il ressemblait moins à une stratégie qu'à une usine à slogan essayant d'écouler son vieux stock. La réalité maintenant, c'est que, en raison du gâchis dans lequel Trump s'est lui-même placé, le seul objectif est d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Celui-ci, bien sûr, était complètement libre pour tout le trafic avant le 27 février. Mais il est maintenant devenu de facto l'objectif. Parce que Trump sait, et les Iraniens savent, que tant que les Iraniens bloquent le détroit d'Ormuz, Trump est perdant. Trump est pris en otage et l'économie mondiale l'est aussi. C'est là que réside la partie embarrassante qu'aucun slogan ne peut polir. Quand le détroit est fermé, l'image de marque cesse de fonctionner. Trump a été interrogé sur la stratégie, derrière cette tactique de négociation faite d'aller-retour, alors que tout le monde attend de voir si un conflit plus vaste va éclater. Il a dit « Je ne me fatigue jamais ». Ce que j'aime faire, si je peux éviter une guerre en attendant quelques jours, si je peux sauver des gens qui seraient tués en attendant quelques jours, je pense que c'est une excellente chose à faire. C'est une phrase intéressante de Trump et peut-être aurait-il dû appliquer cette approche consistant à attendre et à voir avant de commencer à tuer des gens en février, lorsqu'il a lancé cette campagne de bombardement. Ce jeu d'attente ne fonctionne pas. Il a déjà échoué dans le contexte des négociations entre la Russie et l'Ukraine. Ces efforts, là-bas, n'ont guère été autre chose qu'une tentative de pousser Zelensky à accepter ce que veut Poutine, une capitulation de l'Ukraine. Trump n'est pas du bon côté lorsqu'il s'agit de travailler avec l'Occident et avec des alliés proches comme l'Ukraine. Attendre paraît moins impressionnant quand l'incendie a été allumé par la même main qui pose maintenant à côté de l'extincteur. Quant à l'Iran, il est coincé. Il sait qu'il est coincé. En changeant constamment de direction, en menaçant de relancer le feu, le tonnerre, la mort, le chaos et la destruction, puis en reculant, tout ce qu'il démontre, c'est de la faiblesse. Il ne sait tout simplement pas quoi faire. C'est la chorégraphie familière, du tonnerre au micro, du brouillard dans la salle de planification.
Il comprend probablement qu'il s'est mis dans le pétrin. Il fait face à 3 options. La première serait de conclure un accord, de négocier, de déclarer victoire et de s'en aller. Mais pour l'instant, ce n'est pas une option sans qu'autre chose soit mis en place. Si l'on repense au plan d'action global commun, le JCPOA, l'accord conclu sous Obama en 2015 qui limitait la capacité de l'Iran à développer des armes nucléaires, il a fallu 2 ans pour le négocier. C'était un travail rigoureux, difficile et professionnel, mené par des diplomates professionnels qui faisaient appel à des spécialistes de l'industrie nucléaire et à d'autres experts, et qui avait été précédé de plusieurs années de négociations secrètes. Il ne s'agit pas d'un accord conclu en une nuit à Islamabad, comme cela s'est produit lorsque le vice-président Vance est arrivé. Conclure un accord est une option, et c'est probablement la seule option, mais la seule façon d'y parvenir est que la communauté internationale intervienne et conclue un accord avec Trump. Une crise nucléaire n'est pas une poignée de main dans un hall d'hôtel, même si le discours de vente continue de prétendre le contraire. Il y a aussi eu divers reportages sur la possibilité que les États-Unis planifient une opération Epic Fury, 2 en raison de ce renforcement militaire dans la région, qui comprend des porte-avions, des avions de chasse, des systèmes de défense antimissiles et des bombardiers. Les 2 camps ont proféré des menaces de représailles et certains reportages indiquent que l'Iran a soit conservé, soit reconstitué la majeure partie de sa capacité balistique. Une deuxième opération Epic Fury est certainement en cours de planification. Mais si l'on revient à la capacité iranienne, le rapport de la CIA, qui a récemment été rendu public, suggérait que les Iraniens disposaient encore d'au moins 70% de leur stock de missiles d'avant-guerre. Ajoutons à cela le fait que la Russie leur fournit des drones et que les Chinois les appuient. Je suis certain que les Iraniens ont mis du matériel à l'abri sous terre et qu'ils ont largement de quoi riposter. Une opération Epic Fury 2 serait la 3e option. C'est une option, mais si ce n'est qu'une campagne de bombardement, tout ce qu'elle fera, c'est renforcer encore davantage le régime et lui donner plus de moyens pour écraser la population iranienne. Cela ne va pas rouvrir le détroit d'Ormuz. Ce serait une réaction de colère. Je ne crois pas que ce soit une option. Appeler cela de la fureur n'en fait pas une stratégie. Parfois, cela rend simplement l'erreur plus bruyante. Il n'y a qu'une seule autre option militaire et elle dépasse l'entendement, mais il faut tout de même la formuler. Trump envahit l'Iran, le conquiert et le réduit à une satrapie, à une province. Alexandre le Grand a conquis l'Empire perse. Cela lui a pris 9 ans et il a dû épouser quelques princesses perses au passage. Ce n'est pas une option militaire, franchement. Il faudrait 1 million d'hommes et de femmes pour faire cela et cela prendrait des années. Ce n'est tout simplement pas une option. La seule voie possible, à mon avis, est que la communauté internationale reconnaisse la réalité. Le président Trump a déposé un très gros gâchis, très nauséabond, directement sur notre seuil. Ce qui se passe maintenant touche tous les pays. Tous ceux qui écoutent, peu importe leur pays, sont touchés par cela. Qu'il s'agisse des prix du carburant au Royaume-Uni qui explosent, des navetteurs australiens à qui l'on dit d'utiliser les transports en commun à cause des pénuries de carburant, ou de l'état d'urgence aux Philippines, tout cela a le potentiel de devenir une catastrophe économique mondiale, et cela n'a même pas encore vraiment commencé à se déployer. Et aucune confiance affichée au podium ne peut transformer une facture mondiale en reçu au nom de quelqu'un d'autre. Trump continue de nier l'évaluation de la CIA. Il affirme que 80% de la capacité balistique militaire de l'Iran a été détruite et il dit que l'évaluation de la CIA est fausse. Mais la vraie question est de savoir si l'on croit Trump ou la CIA. Je sais qui je crois. Les agences de renseignement professionnelles ne se trompent pas toujours, mais elles peuvent se tromper. Nous le savons. Mais peut-on croire quoi que ce soit qui sort de la bouche de Trump? Je ne pense pas que nous le puissions. Quand le rapport de renseignement rencontre le déni façon campagne électorale, les faits sont habituellement les premiers à être raccompagnés hors de la salle. La seule issue, me semble-t-il, passe par la communauté internationale. Cela veut dire l'Europe, le Canada, l'Australie, le Japon et d'autres acteurs plus largement. La Chine est touchée, mais la Chine ne sera pas amenée dans cette affaire. Il y a un accord à conclure, un accord qui renvoie directement à Trump. C'est une approche transactionnelle qui dit « Nous allons t'aider à te sortir du piège dans le détroit d'Ormuz, mais tu dois nous donner quelque chose en retour. » Ce quelque chose en retour, c'est un engagement total envers la défaite de la Russie en Ukraine. C'est un engagement total envers l'article 5 de l'OTAN. C'est l'arrêt des insultes lancées de part et d'autre de l'Atlantique. C'est le recul sur les tarifs douaniers de Trump qui ont miné les économies européennes, australiennes, canadiennes et d'autres encore. C'est aussi l'absence absolue de toute nouvelle action militaire en Iran. Il faut reprendre la négociation et reprendre la responsabilité de rouvrir le détroit d'Ormuz en parlant aux Iraniens, en négociant avec eux et en mettant en place un accord, un JCPOA version 2. Mais cela prendra du temps. La dernière fois, cela a pris 2 ans. Cette fois-ci, cela pourrait encore prendre 2 ans. Cela pourrait prendre plus longtemps. C'est la seule façon de débloquer cette situation. La marque autoproclamée du grand négociateur pourrait enfin se heurter
au petit caractère qu'elle a continué d'ignorer. Bien sûr, Trump a besoin de l'aide des alliés européens et occidentaux, des alliés de l'OTAN et de tous ceux qui sont prêts à aider. Mais cela ne signifie pas un renforcement militaire coercitif dans le détroit d'Ormuz. Cela ne signifie pas une action militaire contre l'Iran. Cela ne signifie pas que le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Australie et le Japon se présentent dans le détroit d'Ormuz comme une force destinée à menacer l'Iran. Il faudra, à un certain stade, une opération navale de déminage ou de vérification, ainsi qu'une preuve que le détroit d'Ormuz est dégagé, une fois qu'une négociation aura été menée à terme. Mais je ne vois aucun déploiement de forces navales, alliées, occidentales, de l'OTAN, australienne ou autre, dans le détroit d'Ormuz comme un moyen de contraindre l'Iran. Cela ne mènera pas à un accord. Cela ne fera que confirmer le fait que les Iraniens peuvent le contrôler aussi longtemps qu'ils le veulent. La seule façon de faire cela est de donner à l'Iran quelque chose qu'il veut vraiment, vraiment, vraiment. Un allègement des sanctions, un allègement des restrictions sur sa richesse souveraine gelée. C'est la seule façon de traiter cette situation. La réalité, c'est que nous sommes dans une très mauvaise posture, parce que l'Iran a les cartes en main. L'économie mondiale va faire face à de véritables difficultés d'ici septembre, d'ici octobre, avec le carburant d'aviation qui commence à manquer et le diesel qui commence à manquer. Et ce que nous ne devons surtout pas faire, c'est être forcés à alléger les sanctions contre la Russie, comme cela commençait à se produire. C'est là que nous devons relier les points. L'amiral Brad Cooper, chef du commandement central des États-Unis, a dit au Congrès que les États-Unis ont urgemment besoin de plus de bombes anti-bunker, parce que tout le monde s'enfonce sous terre. La préoccupation porte surtout sur le fait que l'Iran déplace ses infrastructures clés nucléaires, balistiques et militaires profondément sous terre, afin de les protéger de ses frappes aériennes. Il a rappelé quand cela avait été nécessaire l'an dernier. Cela montre que l'armée américaine se rend compte que la puissance aérienne pourrait ne plus suffire à arrêter des pays comme l'Iran. Il est inquiétant que le plus haut commandant américain au Moyen-Orient dise effectivement que l'arsenal actuel de bombes anti-bunker pourrait encore ne pas être suffisant. L'ancienne promesse était la puissance écrasante venue du ciel. Le nouveau problème, c'est que la cible s'est déplacée sous le slogan. Premièrement, cela montre que les Américains ont enfin compris que les Iraniens ont placé toutes leurs capacités sous terre. Mais les Iraniens planifient cela depuis des années. Ils ont eu 20 ans pour s'y préparer. Bien sûr qu'ils l'ont mis sous terre et c'est très difficile à trouver. Ils disposent de bunkers nucléaires souterrains, de villes et de capacités que les Américains n'ont pas repérées et n'ont pas été capables de détruire. Ce que cela me dit, c'est qu'une fois de plus, les Américains ont lancé une guerre de choix sans réfléchir aux conséquences. Ils n'ont pas réfléchi aux conséquences dans le détroit d'Ormuz et ils n'ont pas réfléchi aux conséquences liées aux capacités souterraines, ni à la préparation et à la planification nécessaires. Surtout, cela dit quelque chose que tout soldat, marin, aviateur professionnel et certainement tout soldat professionnel sait, surtout s'il est historien militaire, les bombardements ne fonctionnent pas seuls. Oui, les bombardements et les opérations de frappe précises et ciblées sont, j'en suis triste, une réalité de la guerre moderne. Mais au bout du compte, la seule façon de changer les choses politiquement, c'est sur le terrain. La puissance aérienne doit être appuyée par la puissance terrestre et maritime. À moins d'être prêt à envahir l'Iran avec des troupes au sol, et cela n'arrivera pas, les opérations militaires seront inévitablement limitées. La puissance aérienne peut dominer un titre, mais elle ne peut pas occuper un tunnel avec des phrases d'applaudissements. Si les négociations diplomatiques échouent et que les États-Unis concluent qu'ils ne peuvent pas quitter l'Iran sans avoir la certitude que le corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, ne construit pas une arme nucléaire, et si les frappes de bombes anti-bunker ne peuvent toujours pas garantir la destruction du programme souterrain iranien, alors la probabilité d'une forme d'opération spéciale au sol pour récupérer physiquement de l'uranium enrichi pourrait bien augmenter. Mais cela fait immédiatement penser à Desert One. Lancer une opération des forces spéciales de ce genre est à peu près l'une des opérations les plus complexes que l'on puisse imaginer dans un environnement hostile. La manipulation de ce type de matériel est incroyablement compliquée. Dans un sens très réel, l'Amérique fait maintenant face à un problème du XXe siècle qui reflète exactement celui qu'elle a connu en 1979 et 1980, lorsque les otages de l'ambassade américaine ont été capturés par le nouveau régime iranien. L'Amérique est tenue en otage par l'Iran exactement de la même façon. Les Iraniens le savent. Desert One était l'opération ratée des forces spéciales qui visait à libérer ces otages. Tout cela est rempli de difficultés, de dangers, de risques élevés. Le soutien républicain à la guerre de Trump contre l'Iran pourrait commencer à se fissurer, non pas derrière des portes closes, mais dans l'espace public. Le sénateur Bill Cassidy s'est joint à 3 autres républicains pour appuyer une résolution visant à limiter les pouvoirs de guerre de Trump. Des critiques ont averti que le conflit approche du seuil de 60 jours, exigeant l'approbation du Congrès. Il a déjà dépassé le seuil de 60 jours, mais Trump affirme qu'ils sont en cessez-le-feu.
Beaucoup de gens disent que c'est une échappatoire. À Washington, même un cessez-le-feu peut devenir un changement de costume quand l'horloge juridique commence à faire du bruit. Cela pourrait être un frein à ces plans, mais je ne sais pas si c'en est vraiment un. C'est un peu comme un grain de sable dans l'huître ou une perturbation. Mais il y a toujours le risque que les médias pris par le syndrome du dérangement anti-Trump s'accrochent à ce genre de paille. Je ne vois pas vraiment cela changer le prix du poisson, pour être parfaitement honnête. J'aimerais que ce soit autrement, mais je pense que c'est peu probable. En ce qui concerne l'OTAN et l'endroit où elle se situe réellement maintenant, Reuters a cité 3 sources selon lesquelles l'administration Trump prévoit de dire à ses alliés de l'OTAN que les États-Unis vont réduire de manière importante leurs forces militaires à travers l'Europe. Cela vient après la décision de retirer environ 5000 soldats d'Europe et de suspendre ou d'annuler des déploiements en Pologne et en Allemagne. Il n'y a pas de surprise ici. Cela avait été absolument annoncé par Vance et Exet au début de l'an dernier, en janvier 2025, à la conférence de Munich sur la sécurité et lors des réunions ministérielles de la défense à Bruxelles, lorsqu'ils ont dit que l'Amérique ne garantirait pas la sécurité européenne. Il n'y a donc pas de surprise. Ajoutons à cela la stratégie de sécurité nationale publiée à la fin de l'an dernier, qui disait, à juste titre, que l'Europe devrait payer la facture de sa défense conventionnelle. Il n'y a donc aucune surprise pour moi. La facture de plusieurs années de théâtre politique est maintenant déposée sur la table de l'Alliance. La surprise, c'est que l'OTAN est presque dans une posture de ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire. Elle cherche désespérément à garder l'Amérique dans l'attente. Bien sûr, l'Amérique doit rester dans l'attente, elle doit rester dans l'Alliance. Mais la façon d'y arriver, c'est que l'Europe dise « Très bien, vous vous retirez, asseyons-nous, préparons un véritable plan de retrait progressif, puis élaborons un plan européen avec le Canada et peut-être même d'autres partenaires pour renforcer la sécurité européenne et compenser la réduction de la capacité américaine. C'est maintenant à nous d'agir. Je ne pense pas que nous puissions nous fier aux déclarations contraires. Je viens d'écouter Mark Esper, ancien secrétaire américain à la Défense et républicain, à qui Anders Fogh Rasmussen, l'ancien secrétaire général de l'OTAN, a demandé si nous pouvions faire confiance à l'Amérique pour venir en aide à un pays européen attaqué par la Russie. Il a répondu oui. Je n'y crois pas maintenant. La confiance est brisée, l'OTAN est une famille et cela ressemble à une rupture familiale. Il faudra beaucoup de temps pour reconstruire la confiance. La façon de la reconstruire, à mon avis, de notre côté, est de nous engager vraiment dans le renforcement des capacités de défense européenne, ce que nous ne faisons tout simplement pas encore. Regardons ce qui se passe dans notre pays, au Royaume-Uni. Nous ne comprenons tout simplement pas. Le plan d'investissement dans la défense est encore quelque part au gouvernement. La défense ne reçoit toujours pas vraiment les investissements et l'engagement nécessaires. Et ce n'est pas seulement le Royaume-Uni. Ce sont aussi d'autres pays, sauf bien sûr la Pologne, la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie et la Finlande. Eux comprennent, mais nous devons nous engager dans le reste de l'Europe aussi. C'est ainsi que l'on reconstruira la confiance. Les choses n'auraient pas été différentes si les alliés européens avaient aidé les États-Unis dans le détroit d'Ormuz, parce que toute implication dans cette guerre aurait été un désastre. Nous en sommes là. Il est maintenant temps de dire que Trump n'a pas informé ses alliés. Il ne leur a pas dit qu'il allait faire cela. Il a lancé des insultes à travers l'Atlantique lorsqu'il n'était pas prêt à soutenir sa gaffe stratégique mal planifiée et mal pensée en Iran. Il est difficile de vendre l'unité entre alliés après les avoir traités comme des figurants non payés dans une télé-réalité géopolitique. Cependant, nous sommes de vieux partenaires, nous sommes de vieux amis. Il faut maintenant mettre cela derrière nous. La tâche consiste à aider l'Amérique à sortir de ce gâchis. C'est ce qui se passe dans les familles quand un membre de la famille se plante. C'est ce que nous devrions faire avec les Américains. Mais nous ne le ferons pas sans condition. Trump est un faiseur d'accords transactionnels et nous allons nous aussi être des faiseurs d'accords transactionnels. Si nous devons l'aider à se sortir du piège en Iran et dans le détroit d'Ormuz, alors les conditions sont celles déjà établies et elles doivent être appliquées. Si tout est une transaction, alors les alliés ont le droit de lire le contrat avant de nettoyer les décombres. Si ce genre d'accord se concrétise, alors ce devront être ces conditions parce que l'Ukraine doit rester sous les projecteurs. Merci de nous avoir suivis. Pour ne rien manquer de l'actualité, abonnez-vous aux nouvelles du continent et activez la cloche. À très vite pour un prochain décryptage